Madame Elisabeth Pellegrin-Genel, qui non seulement a un double nom, mais aussi ses trois casquettes, et on va demander tout à l'heure pourquoi elle a ajouté la psychologie du travail à l'architecture, à l'urbanisme. Architecture et urbanisme, ça marche ensemble quand même, même si c'est une histoire d'échelle. L'urbanisme est, je dirais presque un peu plus en deux dimensions. L'architecte vraiment travaille la forme, travaille juste les espaces. Mais on est quand même nombreux à faire un double cursus architecte-urbaniste. Effectivement, la psychologie du travail, on ne peut pas pratiquer l'architecture sans l'apport des sciences humaines, sans comprendre un peu la demande du client, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il projette. Parce que c'est facile de savoir ce que nous, on projette sur un projet, mais comprendre, ce n'est pas pour nous le projet, c'est pour l'autre. Et si on n'est pas fichu de comprendre ce que lui, il veut, je ne pense pas qu'on puisse faire un bon projet. Vous vous inscrivez dans cette filiation de Michel Foucault que vous citez assez souvent. Je m'inscris tout à fait dans l'analyse que fait Michel Foucault sur les espaces, parce que voilà, moi, mon intérêt pour l'espace, il est venu depuis longtemps. J'ai commencé donc à essayer de décrypter les bureaux. C'était l'angoisse de la plante verte, et à me dire que même en l'absence des gens, on peut, et même quand les bureaux sont déserts, on peut lire beaucoup de choses par l'espace. On peut comprendre le climat, on peut savoir si ça respire, si c'est sympa, si c'est désagréable. Paris-Plage, Patrice Bégaud, lui, le critique fortement, vous moins. Alors, en quoi consiste votre mi-appréciation? Parce que c'est encore gratuit. Et je trouve qu'il y a de moins en moins d'espaces gratuits. Avec la médiathèque en est un bon exemple. Des espaces gratuits, bien aménagés, chauffés l'hiver ou frais l'été, comme une médiathèque. Et il y a de moins en moins d'espaces vraiment où vous pouvez rester comme ça. Donc c'est parce que c'est gratuit. Et puis parce que j'aime beaucoup cette idée de la ruse et que c'était une autoroute urbaine que jamais personne n'aurait pu imaginer qu'une autoroute urbaine puisse se prêter à d'autres usages. Plutôt que de regarder, se dire « ça me regarde ». Alors la question est, quel est le pouvoir du citoyen de se réapproprier encore l'espace urbain? Ouais. C'est une phrase qui n'est pas de moi, qui est de François Maspero. C'est pas Big Brother qui est en train de nous fabriquer notre espace. Ce sont d'ailleurs des milliers de petits Big Brother à droite à gauche qui les fabriquent, mais qui ne sont pas reliés entre eux, donc pour l'instant ça va. Je veux dire, toutes ces banques de données qu'on alimente, cette transparence, ces caméras. Alors, il y a évidemment aussi le rôle des architectes et des urbanistes, mais je pense que les citoyens, oui, on a vraiment notre mot à dire. Hélas, on ne le donne pas tellement. D'abord parce qu'il y a toujours une méfiance. On le voit dans le bureau quand il y a des déménagements. Les managers ont toujours très très peur de consulter le personnel. Ils ont toujours peur que tout va exploser, qu'ils vont demander l'impossible. Et du coup, ils préfèrent passer en force. Je pense qu'on traîne une vieille méfiance sur le dialogue citoyen. Disneyland, ça existe depuis un demi-siècle maintenant, Ouais. Inventé en 55. Pourtant, ça séduit. Alors, pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce que nous aimons tellement être infantilisés? Et sur quoi s'est basée cette séduction? On a eu le poids de la télévision où on s'est habitué à des trucs pré-mâchés. On n'a plus tellement envie de faire l'effort. On sait que ça va être... il y a cette fameuse idée, ça va être conçu, c'est conçu pour les enfants, c'est conçu pour tel public. Donc on va être pris en charge. Ça a un côté très reposant d'être pris en charge quand on a des vies un peu stressantes. Mais voilà, non, j'ai pas de réponse. Je suis toujours très très étonnée de voir que oui, ça marche. J'ai emmené mes enfants. Ben, ça m'a permis de prendre beaucoup de notes, mais on vend des petits gadgets, des enveloppes, des trucs, du papier, etc. Je me dis, mais c'est vraiment transformé uniquement en espace de consommation pour acheter des choses qui sont absolument inutiles. Tout ce qu'on veut, c'est des timbres, c'est envoyer une lettre commande, etc. La Poste est... J'ai trouvé ça d'autant plus ahurissant que les premiers bureaux de poste refaits, donc comme vous venez de les décrire, c'est-à-dire comme des magasins où il n'y a plus de comptoir et c'est plus une poste au sens traditionnel du terme, ont été livrés avant le débat sur la privatisation de la Poste. Ce que j'ai observé aussi dans un autre bureau de poste,
c'est que vous arrivez avec plusieurs opérations à faire, et maintenant, vu que les guichets maintenant sont très dédiés, sont très spécialisés, vous devez faire la queue 3 fois si vous avez 3 trucs à faire. Si on suit votre logique, enfin votre logique, la logique qu'on a tous, hein, de se rencontrer plus, de faire en sorte que le piéton et le cycliste soient plus maîtres de la cité, qu'il y ait moins de voitures, qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville qui existe, qui a été conçue complètement à 180 degrés de ça? Mais une ville a un poids historique, mais une ville est perpétuellement en mouvement, une ville est perpétuellement en train de se refaire, avant même qu'on mette ce joli slogan dans les revues spécialisées d'architecture. Ça fait très longtemps que la ville se refait, les immeubles vieillissent, les fonctions changent. Avant, vous aviez des usines dans la ville, maintenant on ne tolérerait plus de mettre des usines dans la ville. Enfin, elles étaient dans les faubourgs, qui est devenue la ville. Après, elles ont déménagé. Vous voyez, on a des exigences de confort et des normes aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec celles d'il y a 100 ans ou 200 ans. Et on adapte en permanence la ville. Il y a plus d'endroits pour s'arrêter, il y a plus d'endroits pour... on est un peu piloté, téléguidé. Et ça fait peur. D'autres questions? On ne peut pas se contenter de dire c'est pas on nous manipule, c'est... on nous tente, on nous séduit. C'est-à-dire que tout est organisé sur de la séduction et de la tentation, mais on peut quand même résister. Je veux dire, on n'est pas obligé. Il y a beaucoup d'endroits très plaisants un peu partout, mais évidemment, moi, mes critères, c'est des endroits où on peut s'arrêter, puisque c'est quand même cette idée qu'il faut toujours avancer. Voilà, les endroits où on peut s'arrêter, il y en a. Et je me dis, il faudrait que les plus jeunes là, qui s'expriment et qui disent un petit peu comment ils vivent tout ça. Parce qu'ils sont plus jeunes et qu'ils sont dans ce monde-là depuis longtemps. Ils le maîtrisent certainement mieux. Je préférerais sûrement aller chez le libraire en bas de chez moi qui, à la limite, va me connaître mes goûts et me conseiller une nouveauté qu'à la FNAC où c'est super oppressant, effectivement, ces longues caisses avec ces longues files. Je voulais juste, moi, pas du tout conduire les gens à être déprimés un samedi de novembre. Juste simplement qu'en sortant, quand ils sortent sur le trottoir, qu'ils descendent dans une gare, qu'ils rentrent dans un magasin, dans un café, que vous portiez un regard un petit peu différent ou un peu distancié, ou même sur votre bureau, pour voilà, se dire, tiens, c'est aménagé comme ceci, comme cela, pourquoi et puis, ça peut être tout à fait... Il y a des espaces dans lesquels on est bien. Je veux dire, il ne faut pas non plus être... Moi, j'ai voulu attirer l'attention sur le fait qu'on ne nous envisage que comme consommateurs et qu'on est autre chose. Mais il ne faut pas non plus être arc-bouté uniquement sur la consommation. Il peut y avoir des espaces où on se sent extrêmement bien, des espaces où on se sent mal. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire... Pourquoi je me sens mal dans cet espace? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est parce que j'ai personne dans mon dos, que j'ai l'impression de flotter? Est-ce que c'est parce que je me sens agressée par le bruit? Bon. Et à partir, plus on sera nombreux à avoir une lecture critique de nos espaces, et plus on aura justement un peu de pouvoir pour dire non, mais là on ne va pas faire ça parce que ça ne va pas. Et on aura des arguments pour dire. Ça peut être le mot de la conclusion, c'est-à-dire que l'espace est extrêmement important, mais l'espace ne fait pas tout. Ça dépend comment... C'est justement un ensemble, et là vous mettez bien l'accent dans votre livre sur les sciences humaines en général, c'est-à-dire vous êtes pas spécialisé dans l'architecture urbaine. Déjà vos 3 casquettes en témoignent, mais le fait que tout se rejoint. Finalement, on a bien fait le tour dans le débat, parce que tout est en tout, hein, quelque part. Merci beaucoup à Elisabeth. C'est moi qui vous remercie.